Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. Grandola di la Morena, terra da fraternità, oh povera e mais avena, dentro de ti oscilare, dentro de ti oscilare, oh povera e mais avena, terra da fraternità, grandola di la Morena. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette chronique, il ne va pas tant être question de chant de bataille que de chant pour la bataille, c'est-à-dire un chant qui nous annonce une bataille à venir, et pas n'importe quel type de bataille, une bataille révolutionnaire en l'occurrence, puisque cette chanson a été un signe de ralliement attendu par les insurgés militaires portugais du MFA, le mouvement des forces armées, le 25 avril 1974. On les imagine dans un mélange de fébrilité et d'excitation à attendre que cette chanson ne passe sur les ondes de la radio Renaissance à minuit 20. Heure après laquelle, un soulèvement militaire et politique a débuté et en quelques heures a balayé le régime qui était en place au Portugal depuis 1926, qu'on appelait l'Estado Novo, c'est-à-dire une sorte de fascisme portugais, une dictature salazariste du nom de son dictateur, Salazar, un régime qui va perdurer avec son successeur Caetano jusque donc ce 25 avril 1974 où la chanson passe à la radio. Et le tout est quasiment plié en une demi-journée. Commence alors un nouveau processus révolutionnaire qu'on va appeler le processus révolutionnaire en cours, le PREC, qui, avec une multitude de rebondissements sociaux et politiques, va globalement s'étaler sur 2 ans. Cette chanson s'appelle Grandola Vila Morena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. É o sinal definitivo. A partir de agora já não se volta para trás. Grandola Vila Morena a d'abord une singularité musicale, c'est qu'elle est chantée a cappella, avec un chanteur appuyé de temps à autre par une chorale exclusivement masculine. Et le côté a cappella, évidemment, a tendance à attirer, polariser notre attention sur la portée des paroles, sur la portée du texte, mais ne gâche rien, étrangement, à la musicalité, à la mélodie, entièrement chantée en l'absence d'instrumentation. Et puis, il y a cette entrée en matière musicale qui est comme, j'allais dire, un fil conducteur. C'est des bruits de pas cadencés, de manière binaire, comme ça, qui rythment le tout, qu'on imagine d'abord peut-être comme des bruits de bottes, pourquoi pas une allusion à la dictature militaire, et en fait qu'on comprend mieux avec le texte comme peut-être les pas de ceux qui vont travailler ensemble dans les champs. Pourquoi dans les champs ? Eh bien parce que Grandola est une ville principalement agricole, une petite ville de 15 000 habitants du sud du Portugal, dans une région qui est une terre agricole et une terre de lutte qui s'appelle l'Alentejo. Grandola, Vila Morena,
de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira, grândola a tua vontade. Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Cette chanson, on la doit donc à Zeca Afonso, José Afonso, qui a grandi dans les colonies portugaises, enfin elles étaient encore colonies avant de devenir indépendantes, en Angola, au Mozambique, qui a été tour à tour instituteur, professeur, et qui a dû bifurquer professionnellement du fait de ses prises de position contre le régime, et qui a réussi ensuite à vivre de sa passion, la musique, en devenant lui-même compositeur, avec la volonté d'établir une sorte de point d'équilibre entre la musique traditionnelle et le renouvellement de la chanson, sans se priver par ailleurs d'utiliser ce support culturel, la chanson, pour continuer à critiquer les méfaits de la dictature. Autant vous dire que la plupart de ses chansons ont été interdites ou qu'elles se vendaient sous le manteau. Lui-même a passé plusieurs séjours derrière les barreaux des prisons. Et il a toujours été dans le collimateur de la terrible police politique de la dictature qui s'appelait la PIDE, la police de défense de l'État. On l'a appris après la chute du régime. Mais la PIDE, pour vous donner un ordre d'idée, comptait des centaines de milliers d'informateurs. Elle avait réussi à ficher la moitié de la population. C'est donc à cet Afonso que nous devons la chanson Grândola Vila Morena, dont l'histoire, celle de la chanson, nous est racontée, entre autres, par un article d'une universitaire française spécialiste dans les langues et la littérature lusophone, qui s'appelle Marie-Noëlle Siccia, et qui nous explique que cette chanson, avant d'être chanson, a été un poème. Un poème donc rédigé par Afonso en 1964 pour remercier de l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé à Grândola, à l'occasion de la prestation musicale qu'il avait effectuée par le comité musical Fraternité ouvrière qui l'avait invité. Or, cette rencontre entre ce comité musical et Afonso lui-même nous dit déjà quelque chose de ce qui se trame dès 1964, 10 ans donc avant la Révolution de 1974, dans les profondeurs du pays. Pourquoi ? Parce que ce comité musical, lorsqu'il invite Afonso, en réalité, il sait très bien ce qu'il fait. La réputation d'Afonso le précède. Et d'ailleurs, Marie-Noëlle Siccia nous explique que les journaux n'avaient pas le droit de parler de ce chanteur controversé. Et du coup, ils avaient trouvé, en tous les cas, certains journaux, une petite astuce, c'est de parler de lui avec un anagramme de lettres entièrement inversées. On ne parlait donc pas du chanteur Afonso, mais de l'artiste Osnofa. C'est peut-être cet artiste Osnofa qui a été invité par le comité musical, histoire de passer, comme on dit, en loose day. Quant à ce comité musical, il s'appelle Fraternité ouvrière. Et là aussi, ça nous dit quelque chose de ce qui se passe localement à Grândola et dans la terre d'Alentejo, puisque, en l'occurrence, en 64, on est 2 ans après un grand soulèvement qui a eu lieu dans toute la région, qui a touché 250 à 300 000 travailleurs agricoles et qui, au nez et à la barbe de la dictature, se sont mobilisés pendant plusieurs jours sur la question de la journée de 8 heures et sur la question des salaires. Et cette lutte de 62 souligne à quel point la vitalité des luttes n'a jamais disparu à ce moment-là au Portugal. Elle existait avant la dictature, durant les années républicaines, avec de nombreuses grèves générales. Elle a perduré ensuite, avec une multitude de mouvements sociaux dans les années 30 à la Libération. Et donc, à partir des années 60, on assiste à un renouveau dans les terres agricoles, mais aussi dans les villes. Parce que finalement, la société portugaise, qui jusque-là avait évolué économiquement plutôt en vase clos, finit par être rattrapée par les grands bouleversements du monde. Du coup, il y a comme une espèce de session-rattrapage de l'industrialisation qui va à vitesse grand V. La population portugaise voit sa part de salariés passer en quelques années seulement de 45% à plus de 75, voire 80%. Et ça a une incidence sur le terrain des combats, des mobilisations et du syndicalisme. Au début des années 1970, le syndicalisme au Portugal réussit à se réunifier dans la CGTP, qui va compter quasiment 1 million d'adhérents sur 9 millions d'habitants. C'est absolument colossal. Donc on a tout ça, j'allais dire, en filigrane dans ce qu'est encore un poème en 1964. Grândola Vila Morena, en fait, ça nous dit Grândola, ville brune, terre de fraternité, c'est ton peuple qui décide
en toi, ô cité. Dentro de a cidade, o povo é que mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. C'est donc comme l'éloge qui est fait à la fois de la solidarité, de la terre, du peuple, un mélange plutôt explosif. Poème donc qui va être publié au titre de poème en 1966 et qui ne va devenir que chanson plus tard, en 1971, lorsque Afonso va l'enregistrer en France, figurez-vous, à Hérouville, dans le Val d'Oise. Et cette chanson, très bizarrement, est une des rares qui va échapper à la censure. À telle enseigne que, quasiment un an avant la Révolution de 1974, en 1973, à Lisbonne, Afonso assure une représentation dans une salle de spectacle. La commission de censure veille, comme à chaque fois, d'autant plus qu'il y a une grande affluence ce jour-là. Et bizarrement, une des rares chansons qui est autorisée, c'est Grândola Vila Morena. Peut-être parce que son texte n'est pas explicitement politique, c'est la compréhension qu'on en fait. Et donc, du coup, tout le monde la chante à l'unisson. C'est peut-être aussi pour ça que les insurgés militaires du MFA vont choisir cette chanson comme un nom de code musical. Avec évidemment le choix du chanteur, qui, au-delà de sa réputation, incarne trois des grandes raisons qui vont expliquer l'avènement de la Révolution portugaise. D'abord la question sociale qu'Afonso connaît bien, la question démocratique aussi, l'artiste confronté à la censure, à la liberté d'expression, et puis la question coloniale dont lui-même est issu. Or, la Révolution portugaise, elle va arriver essentiellement par le haut, avec cette singularité que l'appareil d'État va se fracturer précisément sur le fait colonial. Pourquoi ? Parce que le régime salazariste s'est entêté pendant des années et des années à vouloir maintenir son empire colonial, pourtant déjà objectivement hors de sa portée, en y mettant un maximum de moyens. Par exemple, plus de la moitié du budget de l'État qui était consacré à ces différentes guerres pour empêcher les indépendances, avec quasiment 200 à 300 000 soldats présents de manière permanente, avec un service militaire de 4 ans, 2 ans passés dans les colonies. Du coup, évidemment, il y a un maximum de jeunes qui refusent de partir. On a un phénomène de désertion qui va toucher environ 100 000 personnes de 1960 à 1974. Et puis une crise économique qui va être alimentée par le fait que le budget de l'État ne part précisément que dans la guerre. Et ça va avoir une réfraction au sein de la classe dominante elle-même, puisqu'une partie de cette bourgeoisie qui commence à devenir de plus en plus forte, liée à l'industrialisation, commence à se dire qu'il faudrait peut-être mieux regarder du côté de l'Union européenne et ses marchés porteurs qui est en train de se construire plutôt que du côté de ses anciennes colonies. Et du coup, cette bourgeoisie portugaise va se faire entendre avec une réfraction politique au sein même de l'état-major militaire, le général Spinola, qui va parler ouvertement en 1973 d'une transition démocratique. Et qui va se faire rembarrer alors qu'il n'était pas si loin de pouvoir le faire. Il va se faire rembarrer par les plus durs du régime qui vont le débarquer au mois de mars 1974, les plus durs du régime qui vont même tenter un coup de force. Et c'est cette tentative de coup de force qui va donc convaincre le MFA, le mouvement des forces armées dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est créé à ce moment-là 1 an auparavant dans la région de Lisbonne, d'enclencher ce qu'on va appeler donc la révolution des œillets. La révolution des œillets du 25 avril 1974, les œillets étant cette fois-ci le nom de code visuel, les œillets rouges qu'arboraient les militaires insurgés, soit à la veste, soit au bout du fusil. S'enclenche alors la deuxième existence de Grândola Vila Morena, qui à partir de là va devenir non plus simplement un nom de code musical, mais va devenir l'hymne de cette révolution qui va durer quasiment 2 ans. Assombrando mazinheira que já não sabia nada, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade, jurei ter por companheira
sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Cette révolution qui va se diviser en deux grandes parties. La première, eh bien, elle va être celle de ces mois qu'on va appeler les mois du général Spinola et qui va être marquée par une dualité de pouvoir permanente entre d'un côté le peuple portugais qui n'a jamais respecté les consignes, qui est tout de suite descendu dans la rue, qui a battu le pavé massivement, qui a fait grève massivement à la poste, dans les transports aériens, dans le textile, dans le chantier naval de la Lisnave et qui du coup eh bien, fait entendre ses revendications au point que la bourgeoisie portugaise prend peur. Et la volonté de rétablir l'ordre par tous les moyens va se faire entendre autour d'opérations initiées par le général Spinola. Une première qui va avoir lieu durant l'été 1974, la dernière ayant lieu en mars 1975. Il tente un coup de force d'abord institutionnel, un tour de force ensuite civil, et enfin une tentative donc de coup d'État militaire en mars 1975, qui échoue parce que la population portugaise se mobilise à ce moment-là autour des casernes et l'armée elle-même est bien divisée. S'enclenche alors enfin eh bien, la deuxième phase de cette révolution, cette fois-ci par le bas, marquée par l'irruption populaire. On va avoir des gouvernements transitoires qui, en réalité, ne vont faire qu'avaliser ce que décide la base dans des comités de travailleurs, les CT, dans les entreprises, qui socialisent, qui organisent la production de manière autogérée. Il y a 60% de l'économie portugaise à ce moment-là qui va être nationalisée sous la pression, avec des comités d'habitants, avec des comités dans l'armée, et aussi avec des ligues paysannes qui organisent d'elles-mêmes la réforme agraire. Une situation qui va culminer avec un pic de cette révolution populaire au mois de novembre 1975, avec d'abord des manifestations massives, et puis le 12 novembre en particulier, ce qu'il faut appeler une séquestration de masse du Parlement qui va durer pendant 36 heures. On a autour de l'Assemblée nationale des dizaines de milliers de manifestants qui vont venir avec des engins de construction, avec des bulldozers ou avec des tracteurs. Il s'agit d'une séquestration révolutionnaire. On est à deux doigts d'une prise de pouvoir populaire. Du coup, la bourgeoisie va prendre peur, elle va réagir. Un coup d'État militaire aura lieu à la fin du mois de novembre 1975 et de fait, il y aura une alliance avec la social-démocratie pour institutionnaliser cette révolution. Je termine, auditeurs et auditrices de Là-bas si j'y suis, en vous racontant cette petite anecdote, vous dire à quel point la chanson a marqué l'histoire du Portugal. De mémoire, c'était en 2013, il y a eu au Portugal des grandes mobilisations contre l'austérité. Et à ce moment-là, un néologisme a vu le jour, un verbe en portugais qui signifie « grande dollar ». Grande dollar, c'est le verbe qui signifie le fait de huer une personnalité publique en lui chantant « Grandola Vila Morena ». Peut-être qu'en France aussi, il serait temps de grandoler nos dirigeants. Prenez soin de vous. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde pouco para prosseguir Obrigado, Sra. Presidente. a intervenção. As conclusões do Conselho Europeu Interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que silenciem.